Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé, puis de s'indigner et enfin d'agir, mais surtout de transmettre certaines valeurs qui sont celles d'abord de la liberté, de la dignité, de la justice, du sens même du vivre ensemble, de l'humanisme, de l'universalisme, c'est-à-dire des principes et valeurs qui touchent tout le monde. L'universalité ou l'universalisme se définit d'ailleurs dans le sens des valeurs partagées par le plus grand nombre. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi faisons-nous individuellement et collectivement et dans la société et la civilisation des classements et des comparaisons? C'est d'abord pour se situer soi-même et aussi face à ce que nous interprétons comme la réussite et compagnie. Afin d'avancer individuellement et collectivement les sociétés et les civilisations. Mesdames, Messieurs, ceci dit, la question que je me pose pour se situer ou se comparer, nous Congolais ou le Congo-Brazzaville, est de savoir à quelle époque ou à quel stade se situons-nous, Congolais, ou le Congo-Brazzaville. Est-ce que nous sommes avant le Moyen-Âge ou pendant le Moyen-Âge, au XXIe siècle, ou après le Moyen-Âge, au XXIe siècle? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que le Moyen-Âge européen, vulgairement appelé période médiévale, fut une période très sombre pour l'histoire européenne au niveau de la condition humaine et sociale. Ben oui, le Moyen-Âge européen qui existait entre le 9e et le 15e siècle, c'est-à-dire juste avant la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Mesdames, Messieurs, après ce Moyen-Âge européen, il y a eu la Renaissance, puis le siècle de lumière des grands penseurs, et puis le 19e siècle, le 20e siècle, et aujourd'hui nous sommes au 21e siècle. Donc à l'échelon européen, il fut un processus au niveau des mentalités, habitudes et comportements qui n'étaient que là pour repenser le but même de la condition humaine, sociale, écologique et voire animale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ben oui, je vais ici essayer un peu de comparer à quelle époque se situe le Congo-Brazzaville en tenant compte déjà de cette période sombre du Moyen-Âge européen ou la période médiévale européenne. Parce que je pense qu'elle est plus ou moins comparable à la situation à laquelle vit le Congo-Brazzaville au XXIe siècle aujourd'hui, pendant la dictature de Sassou et d'Nguesso. Mesdames, Messieurs, parmi les nombreuses caractéristiques sombres du Moyen-Âge, il y en a plein, mais le Moyen-Âge ne fut pas que sombre, mais il y a eu aussi des avancées. Mais je veux prendre quand même le côté sombre qui est comparable à la situation politique, économique et sociale que vit le Congo-Brazzaville, ou le peuple congolais aujourd'hui pendant la dictature de Sassou et d'Nguesso. Mesdames, Messieurs, oui, parmi ces nombreuses caractéristiques du Moyen-Âge européen, ou la période médiévale, je peux vous citer déjà un. Il y avait l'arbitraire judiciaire. On pouvait condamner l'individu avant même de trouver des preuves. C'était une période dure ici.
Donc, je vous informe que le Moyen-Âge, du point de vue judiciaire, c'était catastrophique. Donc, on vous condamnait avant de trouver déjà des preuves. Mais à titre comparatif, au Congo-Brazzaville, quand on voit la situation de tous les prisonniers au Congo-Brazzaville, que ce soit des droits communs ou d'opinion ou autres, ils sont tous condamnés et sans preuve. Donc, l'arbitraire judiciaire est là. Donc, sur ce point, je peux dire que le Congo-Brazzaville est encore au stade, sur le plan judiciaire, nous sommes encore au Moyen-Âge. C'est-à-dire, nous sommes encore entre le 9e, 10e, 11e et 13e siècle. Ben oui, la société et la civilisation occidentale nous a tout apporté. Mais nous ne sommes pas capables de s'affranchir de cette période médiévale au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, parmi les caractéristiques sombres du Moyen-Âge, qui ont touché d'ailleurs la condition humaine et sociale de l'Européen, cette période-là, quand on parle du Moyen-Âge, il y a des écrits, il y a des citations, il y a des histoires de famille qu'on raconte du Moyen-Âge. Bon, parmi elles, il y a aussi l'absence, il y a eu d'abord l'absence des règles d'hygiène au niveau de l'alimentation, de la médication, c'est-à-dire les médicaments. N'oublions pas les cas des villes, les villes poubelles. L'absence des politiques de collecte et de traitement des déchets ménagers assimilés. N'oublions pas les problèmes d'assainissement des villes, hein, des réseaux d'adduction d'eau potable ou d'eau usée, qu'on appelle les égouts et compagnie. Donc les rats, les maladies, pelules, donc les morgues en Europe à cette période étaient plein à craquer des cadavres de tout âge. On parle de la peste, du choléra, du typhoïde. Mais ce que nous subissons au Congo aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, les morgues sont pleines à craquer de cadavres de tout âge. Les villes poubelles, regardez à Brazzaville, à Pointe-Noire, dans toutes les grandes villes du Congo. Vous pouvez se rendre compte que nous sommes, à titre comparatif, nous sommes, dans l'esprit et la mentalité, nous sommes encore au stade du Moyen-Âge, au XXIe siècle. On est d'accord? Mesdames, Messieurs, oui, parmi les caractéristiques sombres du Moyen-Âge, il y a eu bien sûr la sorcellerie. Mais aujourd'hui, on empoisonnait les gens. Hein? Et bien sûr que les liens entre ces affaires criminelles, qu'aujourd'hui on interprète ça comme affaires criminelles, mais il y avait bien sûr les empoisonnements, c'était des mentalités comme ça, on pouvait empoisonner, rien du tout. Bon, et aussi oublier que les liens entre la sorcellerie et l'inquisition. Donc, vous voyez, donc tout était mystique, mystérieux. Bien sûr que la science n'était pas encore évoluée, on ne connaissait pas encore la biologie microbienne, et ni même l'immunologie et compagnie. Mesdames, Messieurs, eh bien oui, aujourd'hui, si vous allez dans un commissariat en France, en Occident, vous dites, ah oui, monsieur a voulu me faire la sorcellerie. Mais on va vous demander, bon, ben, est-ce qu'il y a eu des menaces de mort? Est-ce qu'il a tenté, il a cherché à vous empoisonner? Est-ce que, voilà, des preuves? Mais aujourd'hui, c'est clair. Mais nous, en Afrique, au Congo-Brazzaville, on continue à dire sorcellerie. Mais ici, c'est des affaires criminelles. Est-ce que ça s'agit bien sûr d'une manipulation mentale? Et ça peut être traité dans les cas de manipulation mentale. Donc, il y a des lois pour ça. Est-ce que c'est dans les cas de... Il a voulu attenter à votre intégrité physique, au caractère sacré de la vie humaine? Est-ce qu'on va vous poser des questions? Si c'est ça, mon monsieur, partez au commissariat, la plainte est caduque, parce que la sorcellerie n'existe plus en France et en Occident. C'est ça le problème. Mesdames, Messieurs, bien sûr que la sorcellerie, si c'est que dans le sens de l'irrationnel du cerveau humain, soit mythique ou autre, mais bien sûr on peut comprendre, on ne peut ou ne pas comprendre, mais dans ce sens, c'est à chacun de gérer soi-même son cerveau. Et voilà, mais le reste, quand ça touche la vie de quelqu'un, c'est rentre dans les procédures pénales. Mesdames, Messieurs, nous au Congo, Keda, on parle de sacrifices humains sans jamais qu'il y ait des poursuites judiciaires. On parle de cannibalisme, de Dracula, de vampires, d'andimbistes, de bébés noirs, de katakata, hein, de tout ce qui est là dans l'organisation
politico-criminel incarné par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est toujours celui qui a la tête qui en est responsable. Quand le poisson pourrit par la tête, et si vous mettez un criminel à la tête d'un État, et la suite on la connaît, c'est une pyramide d'irresponsabilité. Et si vous mettez un pompier pyromane, et vous connaissez. Donc tout ça, demain, les problématiques de sorcellerie au Congo pourront être gérées, traitées dans le cadre des affaires criminelles. Oui, ok. Mesdames, Messieurs, oui. Donc, sur le plan de la sorcellerie, nous sommes encore au Moyen-Âge. Mesdames, Messieurs, parmi les quartiers sombres du Moyen-Âge, il fut aussi la paresse intellectuelle. Eh bien oui. Parce que, comme l'avait dit Jean-Jacques Rousseau, quelques siècles après, au XVIIIe siècle, pendant le siècle des Lumières, que ce sont les idées qui mènent le monde. Pour construire un monde meilleur, il faut tout justement réformer l'individu et de faire de sorte qu'on lui transmet des valeurs d'éducation, de liberté, de penser, de réfléchir, de savoir gérer soi-même son cerveau. On est au cœur de la raison. Oui, la conscience psychologique et aussi morale, c'est-à-dire les barrières entre le bien et le mal. Donc, nous, au Congo-Brazzaville, oui, nous sommes, la paresse intellectuelle est là. Il y a plus de débit de boissons, d'alcool, hein, que des lieux de réflexion, de débat et autres. Bien sûr que les dictateurs empêchent l'individu la manière de réfléchir et de penser. Et si anéanti, l'individu est susceptible ou sujet à la servitude volontaire face au tyran qui n'est que là pendant une période donnée. Mesdames, Messieurs, oui, il y a la paresse intellectuelle au Congo. Donc nous sommes au cas du Moyen-Âge. Il n'y a pas de débat intellectuel. Ben oui, l'intellectualité, la cognition et autres, le débat, il n'est même pas nourri, il n'est qu'instrumentalisé. Oui, les débats, il faut les nourrir au niveau politique, économique, social, culturel, philosophique, moral et autres. C'est ça les débats. Et d'ailleurs, dès la Renaissance, au XVIe siècle, eh oui, on a commencé déjà les premiers pionniers de cet esprit, par exemple, l'esprit des lois de Montesquieu. Nous ne passons pas par le siècle des Lumières avec tous les grands penseurs comme les Voltaire, les Diderot, les Jean-Jacques Rousseau et autres. Mais donc, c'est tout un processus de la pensée. D'abord intellectuel, mais aussi politique, économique et social. Nous sommes dans le débat du but même de la condition humaine et sociale. Mesdames, Messieurs, bien, donc vous venez de comprendre que nous sommes encore au stade du Moyen-Âge au Congo-Brazzaville au XXIe siècle. Parce que nos habitudes, mentalités et compagnie n'ont pas aussi évolué si rapidement. Parce que sinon ça se saurait. Parce que le dictateur n'est qu'un dictateur, mais à côté il y a toute une équipe de soi-disant lettrés, diplômés, autres qui servent. Est-ce que leurs mentalités aussi ont aussi évolué et où on avance par rapport au dictateur, sinon ça se saurait. Un seul dictateur n'aurait pas pu déclasser tout un peuple malgré les enjeux qui sont économiques et aussi politiques, sociaux et compagnie sur différentes échelles. Individuelles, professionnelles, locales, régionales, nationales, continentale et planétaire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, bon, pourquoi je dis stop aux amalgames et télo et diplômés? Bon, certains appellent, j'ai pu voir sur les médias et réseaux sociaux, n'appellent que les intellectuels du Nord. Pourquoi vous ne prenez pas votre responsabilité? Et ce que je vais vous définir tout à l'heure, tout de suite. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les questions que je me pose, que je réponds moi-même, et vous pouvez les contredire ou pas. Mesdames, Messieurs, le fait d'être instruit, c'est-à-dire quelqu'un qui sait lire, écrire et compter, fait de vous intellectuel? Non. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le fait d'avoir des diplômes ou diplômés de grandes écoles ou des universités ou de toutes les écoles militaires, civiles, autres, que vous avez les diplômes, est-ce que ça fait de vous un intellectuel?
Non. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le fait d'être soit enseignant, écrivain, universitaire, médecin, chercheur, etc., etc., fait de vous intellectuel? Non. Alors, qu'est-ce qu'un intellectuel? À la différence du philosophe qui mène sa réflexion ou ses réflexions dans un cadre conceptuel, l'intellectuel est par définition, ou peut se définir, doit se définir, il est défini comme un lettré, engagé ou dégagé, c'est-à-dire libre, qui fait souvent part de ses réflexions, de ses analyses, de ses opinions, de ses points de vue, de ses courants de pensée, de ses principes et valeurs reçus par son éducation et de ses convictions sur des problématiques philosophiques, politiques, économiques, sociales, culturelles, écologiques et sociétales, plus ou moins partagées. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'intellectualité est dans le veille, ou est dans l'alerte et dans l'éveil de conscience. L'intellectualité est dans l'engagement ou dans le combat, soit idéologique, socio-économique, écologique, sociétal et je dirais même philosophique et moral. En clair, l'intellectuel défend des causes, même perdues, alors que le lettré ordinaire, c'est-à-dire diplômé ou pas, lui, il est sans engagement, quel qu'il soit. Oui, l'intellectuel défend des causes, même perdues, alors que les lettrés ordinaires ne peut s'habiliter ou se définir comme intellectuel ou en qualité d'intellectuel si vous n'êtes pas là pour défendre des causes ou le combat politique. Vous devez vous affirmer, sinon vous n'êtes pas intellectuel. Mesdames, Messieurs, l'intellectualité est dans l'esprit d'analyse, même de contestation, d'action. Oui, dans l'esprit de la liberté, de la dignité et de justice. Oui, il a pratique d'ailleurs son esprit du combat ou des combats précités. On parle d'intellectuels de gauche, c'est-à-dire ceux qui défendent la justice sociale ou même le progrès social. On parle d'intellectuels de droite, ceux qui défendent parfois l'ordre, l'autorité, le marché économique, la propriété privée et compagnie, tout ce qui touche les valeurs de la droite. Il y a des valeurs de gauche, des valeurs de droite, des valeurs du centre, des valeurs écologiques, les valeurs universalistes et autres. Chacun se définit dans ses valeurs. L'intellectuel est dans ce cadre-là. On parle souvent d'intellectuels d'extrême droite ou d'extrême gauche. Oui. Des indépendantistes et des nationalistes. Oui. Des contestateurs. Oui. Des verts écologistes ou universalistes, comme je vous l'ai précité. Dans tous les cas précités, on parle aussi de politico-intellectuels, c'est-à-dire des intellectuels politisés
oui, ces intellectuels défendent souvent les choix ou les politiques économiques, sociales et culturelles de leur courant de pensée ou de conviction politique. Mesdames, Messieurs, comment distinguer l'intellectuel du lettré ordinaire à l'échelle congolaise? L'intellectuel s'engage ou se dégage. Ça veut dire qu'il est libre de ses choix, de ses engagements. Oui, sur une ou des causes, même perdues, alors que le lettré ordinaire, c'est du silence plat ou du calme plat. Devant l'injustice, par exemple, le plus souvent, le lettré ordinaire ne fait que s'indigner, sans agir. C'est comme un esprit, un chien qui aboie sans mordre. Alors que l'intellectuel, c'est un chien qui aboie et mord aussi. C'est la différence. Le lettré ordinaire, celui qui sait lire, écrire et compter, qui a des diplômes et autres, c'est comme un chien qui aboie sans mordre. Alors que l'intellectuel, c'est comme un chien qui aboie et mord aussi. Mesdames, Messieurs, ben oui, l'intellectuel agit. On a pu par exemple voir J'accuse de Mizola au 19e siècle pendant l'affaire Dreyfus. On connaît. Bon, ça peut être aussi... il peut agir par envoyant une lettre ouverte ou des lettres ouvertes. Ah oui. En signant des manifestes, en écrivant des manifestes, en signant des pétitions, en participant aussi à des engagements dans l'esprit des manifestations pour défendre ces causes dont il défend. Oui, oui. Parfois, il peut être dans les médias, oui, pour aller diffuser ses pensées, ses convictions, son état d'esprit. Oui, les médias et les réseaux sociaux aujourd'hui, il peut créer un blog, il peut participer à des blogs et aller sur les médias et les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook et compagnie. Oui, il est actif, il agit, il se manifeste, il s'affirme, il ne s'indigne pas, il ne se cache pas. Il est visible, l'intellectuel, en fonction des courants de pensée et de tout ce que je vous ai précité et qui peut être plus ou moins partagé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, oui, il fait des interviews, hein, l'intellectuel, mais il est là dans le droit. Il est là pour défendre ce que je vous ai précité. Oui, les causes qu'il défend. Vous savez que historiquement, par exemple, des intellectuels, il y a des intellectuels qui sont morts pour leurs utopies, leurs idées, leurs courants de pensée, leurs idéaux, leurs opinions et autres. Oui, je tiens à respecter, je suis contre l'injustice. Donc je me battrai jusqu'au bout et pour ça. Vous avez vu par exemple en France, oui, il y a des intellectuels qui étaient partis en Auvergne, je ne sais pas, oui, dans les plateaux de Larzac, et pour les problèmes là, nous avons pu, par exemple, voir l'histoire de Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport, mais c'est un combat qui a duré presque un demi-siècle. Mais il y a eu toujours des intellectuels et tout le monde, des courants de pensée, écologistes et autres, et de la contre-courant. Mais là, c'est comme on dit en France, jamais 203. Peut-être demain, il y aura d'autres combats, des intellectuels de gauche ou autres, ou de droite, écologistes ou de valeurs universelles, le but de la condition humaine, la protection de l'environnement et de vivre ensemble, du cadre de vie et compagnie, de la nature brute et autres. Donc, demain, peut-être qu'on va attaquer sur les perturbateurs endocriniens en France. Il y aura des combats pour ça. Et peut-être sur les pesticides, et peut-être ça sera sur le nucléaire, les sondes d'enfouissement de matières radioactives, hein, des matières fissiles, et que vous connaissez. Il y aura plein de combats, mais les gens sont déterminés. Donc, le combat de l'intellectualité intègre la société et la civilisation dans l'esprit d'apporter d'abord les concepts de réflexion, mais aussi de l'action politique, économique et sociale. Bien sûr que nous sommes en contradiction permanente
entre les différents courants philosophiques de l'intellectualité. Mais au final, l'intellectuel est toujours là, c'est-à-dire un chien qui aboie et qui mord. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris. Donc, l'intellectualité au Congo devient comme une cour de récré. Oui, il suffit d'avoir des diplômes pour être défini comme intellectuel. On parle d'intellectuels. Non, ce n'est pas des intellectuels. Sinon, ça cesserait. Donc il n'y a pas d'intellectuels en ce moment. En densité de population congolaise, il faut chercher les intellectuels. Ils sont visibles. Ceux qui ne sont pas visibles ne sont pas intellectuels. Mesdames, Messieurs, ceci dit, pourquoi certains sudistes congolais appellent aux intellectuels du Nord congolais, soit pour arraisonner le régime politique de Sassou Nguesso, le régime qui est défini comme nordiste, un régime politique liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène et surtout confiscatoire du destin commun, qui dénie des sons de l'intérêt général, avec des impacts qui sont d'abord à l'échelle nationale, au niveau de la condition humaine et sociale, et n'oublions pas à l'échelle internationale, au niveau de la respectabilité des Congolais à travers d'autres nations et autres. Vous connaissez. Bon, en soit, ils cherchent aussi à ce que à mobiliser les nordistes et en particulier les quartiers nord de Brazzaville et compagnie pour qu'ils se mobilisent contre la cause. Non, mais pourquoi? C'est une erreur. Parce que pourquoi? Peuple congolais. Oui, pour commencer, il faut déjà se demander combien y a-t-il d'intellectuels congolais déjà sur la place de Paris, en Europe et en Occident, en tenant compte de tout ce que je vous ai précité. Que l'intellectuel, c'est comme un chien qui aboie, mais qui mord. Donc, il est dans l'action. Il défend des causes même perdues. Il est dans l'action. Ah oui, combien y a-t-il d'intellectuels déjà congolais en France, en Occident et compagnie? À l'étranger, sur 100% par exemple des Congolais, oui, il y a moins qu'à 60% de lettrés, diplômés. Hein? Parmi eux, combien ont souvent agi pour la cause, c'est-à-dire ça se dégage, dans leur liberté de conscience, en zappant les problématiques nord, sud, est, ouest. Il s'agit bien sûr d'un combat. Parce qu'ici en France, en Occident, quand on lutte face à une injustice, il n'y a pas besoin de dire qu'il est corse, il est alsacien, il est breton, il est basque. Non, c'est un combat universel. Donc si nous sommes face à l'injustice, pourquoi c'est situé sur le nord et le sud? Donc nous sommes donc dans quelque part dans le tribalisme inconscient ou politique inconscient. Et souvent, ça mène toujours, c'est-à-dire au moment qu'on est dans l'opposition, on conteste ce genre de choses. Quand on arrive, on pratique d'abord, on pratique d'ailleurs. Parce que j'ai pu par exemple voir ici entre 92 et 97, au moment que l'Issouba a été d'abord trahi par ce même mélange d'intellectualité, des cadres politiques et autres, avec les intérêts particuliers partisans, et n'oublions pas des conflits d'intérêts. Il fut trahi, mais il n'y a eu jamais de manifestation sur la place de Paris contre l'Issouba qui dérivait, qui avait déjà déjoué à 180 degrés les acquis de la conférence nationale. Donc c'est un problème de conscience, c'est pourquoi je dis la conscience de l'individu devait toujours être au-dessus de l'appartenance. Ce n'est pas parce que le régime Sassou Nguesso est au nord que moi, Yatonga, quand je vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, je vais être là pour accompagner le régime. Sinon, depuis le coup d'État de 97 à nos jours, je serai un gros bonnet là-bas du pouvoir, avec ma cognition qui vaut ces gens qui sont parfois là-bas, que vous connaissez. Vous connaissez la géopolitique congolaise, surtout la politique, étant donné que tout est groupé aujourd'hui au niveau de la cuvette congolaise, et dont les deux piliers sont les Makwa de chez moi, avec les Fima Yessa et compagnie, les Jean Mokoko, la tribu de Kouyou, les Maringwabi, Onga et autres, et Sassou Nguesso, les Mboshi et autres. Moi je serai là, mais pourquoi? Parce que c'est mon âme et conscience. Parce que je sais que quand la tête est pourrie, tout est pourri. Donc aujourd'hui et demain, si je ne suis pas
en confiance avec quelqu'un que je sais qui respecte certaines règles qui sont celles de la société, de la civilisation, des institutions, des constitutions, des valeurs de l'universalité humaine, c'est-à-dire le respect de l'intégrité physique, de l'autonomie de la personne humaine, du caractère sacré de la vie humaine, de respect des règles communes et compagnie, et qu'il soit du nord, du sud, de l'est à l'ouest, je n'irai pas. Heureusement pour moi, avec mon esprit contestataire, qui n'a pas que commencé aujourd'hui, ceux qui les connaissent, que ce garçon est resté toujours aime, mais contestataire. Ceux qui me connaissent au col primaire, déjà au classe de CM1, CM2, allez raconter cette histoire d'Aya Tonga, vous dites oui, c'est un contestataire, déjà à cette époque. Donc c'est dans l'esprit. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que c'est prédisposé? Est-ce que c'est culturel? Mais pourquoi d'autres ne s'affranchissent pas aussi de cet esprit de subordination pour avancer comme tout le monde? Mesdames, messieurs, oui, appeler les intellectuels du Nord à manifester, à écrire ou à... Mais quel intellectuel? Ben oui. Bon, si on pouvait voir les choses ensemble, c'est-à-dire sur la place de Paris ou l'Occident, moi, place de Paris, on dirait qu'il y a au moins plus de 70 000 Congolais en France, des Brazzaville. Mais quand on fait les manifestations, pour la cause qui est noble et légitime, pour l'intérêt général, pour l'intérêt de notre pays, combien quittent leur travail, des merdes parfois, des merdes, ou leur Nganda ici en France, ou leur HLM, autres, pour aller au moins et signifier que, voilà, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre pays. Mais rien du tout, on se retrouve toujours 200 maximum, 300. Mais si on ajoute avec la République démocratique du Congo, parce que c'est quand même un pays énorme de 2 345 000 km² pour 80 millions d'habitants. Mais ce qui apporte un peu du nombre pour faire au moins 1000, 2000 maximum. Mais nous, Congolais, souvent combien? Moins de 100 ou 200, tout le temps. Mais c'est les premiers à s'indigner à côté. Ah oui, ça va pas. Au pays là-bas, ça va pas. Mais allez, mais non, c'est pas possible. Donc, ce n'est pas un problème de nord-sud. C'est là. La liberté, c'est là. La dignité, c'est là, dans la tête. Est-ce qu'ils sont libres dans leur effort intérieur? Parce que les peuples qui sont libres n'ont pas acheté leur liberté ni dignité. Ils les ont arrachés. Ils s'indignent, ils se structurent, ils s'organisent, ils agissent partout. En France, par exemple, 1200 manifestations chaque jour, étant donné que la condition humaine sociale est plus avancée. Nous sommes quand même dans un pays qui est quand même 5e puissance économique du monde. Mais vous voyez les manifestations, parce qu'ici, on anticipe. Mais nous, on est toujours dans la soumission. Il faut que nous soyons devant un mur pour agir. Et d'autres disent, ah bon, la politique, ça ne m'intéresse pas. Ils vont au visa là-bas, à l'ambassade, ils ont des soucis, autres par leur nom, autres. Ah oui, ça ne vous intéresse pas. Ils vont au pays, ils se retrouvent dans la merde, il n'y a pas d'eau, et d'autres reviennent ici très malades, parce que les conditions humaines et sociales sont exécrables. Et eux, on ne peut pas dire non, attends, il y a une manifestation, appel à manifestation, tout le monde y va, on va se mettre dans la rue pour aller avancer le combat. Mais là, qu'est-ce parce que c'est d'abord là, dans la tête, la liberté. Ici, on dit non, c'est pas possible. On se soumettra jamais. C'est pas possible. Voilà. On ne lâche rien. Mais nous, oui, c'est dans le sang. Mesdames, messieurs, ben oui. Puis encore, nous avons au Congo le problème du tribalisme, que je vous ai précisé déjà le cas de pendant les Souba. Il y avait des choses qui ne marchaient pas. On a essayé un peu d'inviter les gens à manifester, mais comme la majorité est sur la place de Paris en Europe, était sudiste, le pouvoir était au sud. Maintenant, quand il est arrivé, le problème là, il n'y a aucune réaction, aucune manifestation pendant la démocratie, que j'appelle la démocratie, condensation, pseudo-démocratie, plus dictature pendant les Souba. Maintenant, là, ça revient, donc, parce que c'est un problème de majorité compacte. Et donc, ce n'est pas le problème du Nord-Sud. Donc, moi, je demande à ces gens qui écrivent ces genres de nepsi, on se demande, non, ce n'est pas le problème d'intellectualité Nord-Sud, non, non. Parce que, pourquoi? Parce que, il faut, d'abord, pour avancer, il faut avoir le même langage. Zapper le mot Nord-Sud dans ce combat. Parce qu'il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen.
ni de dépassement de soi, sans un rêve commun, de lendemain à construire et de futur à édifier. Et si nous, individuellement, collectivement, déjà à l'échelle de la diaspora, nous ne sommes pas capables de nous entendre sur un projet commun, mais comment cela se fait-il que nous, on va faire par miracle, arriver au pays, on va s'entendre? Non, à l'échelon national, nous sommes ici en Occident représentatifs aussi des mentalités, habitudes et comportements du Congolais à l'échelle nationale. Sinon, ça se serait depuis 57 ans, 58 ans bientôt, après l'indépendance. Nous sommes toujours dans la récurrence, on n'a pas construit une nation. Nous sommes dans une mosaïque des tribus, chacune avec ses intérêts particuliers et partisans. Avec la guerre des égaux, n'oublions pas des conflits d'intérêts et compagnie. Voilà, donc nous sommes là. Donc, en contradiction, en antagonisme, mais nous ne sommes pas capables d'agir. Pourquoi nous ne sommes pas capables d'agir, de se regrouper ensemble? Sinon, ça se serait. Le statu quo politique aujourd'hui, ce n'est pas un problème du nord, du sud, de est-ouest. Il y a autant de gens qui travaillent, des complices de Sassou, qui sont au sud comme au nord. Mais on sait ceux qui se sont identifiés, qui ont pris des risques. Et c'est eux que nous devons accompagner, ce n'est pas le nom. Comme disait déjà l'anthropologue Margaret Mead, en son temps, je cite, « Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon-là que le changement s'est produit. Ce n'est pas les nombres. Nous prenons les risques, il y a des nordistes, vous avez identifié, des sudistes, de l'Est, de l'Ouest, autres, ils sont là. Donc c'est eux. Les gens qui viennent pour les armes, non. Celui qui n'a pas pris de risques de défendre sa cause, demain c'est quelqu'un qui est susceptible de trahir. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont prédisposés, il faut les motiver, il faut les secouer pour qu'ils avancent. C'est comme dans la vie, il y a des mous, il y a des actifs, il y a des ceci. Donc nous, l'intellectualité n'est pas de le fait d'avoir des diplômes et qu'il y a des trucs du nord ou du sud. Moi, je suis un intellectuel. Oui, j'étais sur le terrain, j'ai des diplômes, je suis lettré, je sais lire, écrire, compter, je suis un scientifique, naturaliste, et voilà. Et donc, je combats, je défends mes utopies, mes idées, et qui ne sont pas seulement congolaises. J'ai fait beaucoup de manifestations dans des courants politiques et écologistes ici, en France. Je suis un actif écologiste, voilà. Donc, voilà, je suis affirmé, c'est moi. Donc on ne peut pas imposer à un nordiste qui n'est pas susceptible, qui n'est pas motivé, qui n'est pas... Et voilà, donc on ne peut pas imposer. S'il y a 2 ou 3, ce n'est pas grave. S'il y a 2 ou 3 au sud, ce n'est pas grave. Nous serons là, 5 personnes, on fait le monde. Comme disait Margaret Mead d'ailleurs. Donc ceux qui n'ont pas pris des risques de défendre le pays, tant pis pour eux. Mais ceux qui viendront, en tenant compte de la géopolitique nord-sud, et ça sera du caviar pour les amalgames, les négationnistes, non. Ceux qui ont détruit le pays, qui ont trahi, mais c'est eux qu'il faut les identifier. Demain, ils viendront, mais d'autres disaient non. C'est comme disait, moi, que j'ai dit ça dans mes vidéos, il y a du nord au sud et autres, il y a eu des gens qui ont trahi le peuple depuis 2015. La date butoir qui devait partir en 2016, ils ont trahi jusqu'à aujourd'hui, continuent à tenir ça en faisant les amalgames nord-sud et autres, que le pouvoir parce qu'il est au nord, on ne peut pas tuer les gens au sud et autres. Mais non, c'est pas ça. On ne tue pas des sudistes, on tue l'humain. Nous devons définir ça. On n'attaque pas le poule, on attaque le Congo. Il faut avoir un langage, il faut être communicant. Est-ce qu'il y a des communicants dans ce genre d'interprétation? Bien sûr qu'on crée des amalgames. Les amalgames engendrent souvent la méfiance et la défiance entre les individus dans un combat aussi noble et légitime. Donc, c'est à nous de repenser notre état d'esprit au niveau de l'intellectualité. Donc, si je devais définir sur la place de Paris, sur 100% des Congolais qui vivent à Paris, en France et en Occident, je dirais qu'il y a moins de 0,5% d'intellectuels. Les restes sont que des lettrés diplômés qui, voilà. Quand ils sont ici, on les appelle les Blancs, les Européens ou les Français les appellent pour les manifestations, pour leurs conditions de travail, pour leurs... Ils vont parce qu'on les motive d'ailleurs. Mais pour leur cause de leur pays, bon ben... Tant pis. Donc ils ne vont pas mélanger les choses. L'intellectuel,
Ce n'est pas seulement celui qui a écrit 1000 bouquins ou celui qui a été dans les médias occidentaux qu'on a vu partout, non. Ou autre, non. L'intellectuel est partout. Il est à l'échelle nationale. Au Congo, il est en France, il est en Occident, aux États-Unis, au Canada. Et bien voilà, c'est ces gens-là qui s'affirment, qui mettent leurs vidéos en marche pour monter, pour contester. Ils écrivent. Et voilà, avant tout, on passait sur les médias classiques radio où on écrivait des livres. Maintenant, aujourd'hui, il y a des blogs, il y a des sites internet, et il y a des gens qui contestent. Ils sont sur ça. C'est ça l'uniforme. Il faut avancer. La vie, c'est comme un biscuit. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Donc, nous sommes au cœur de la réforme de l'individu congolais. Parce qu'après la chute de Sassou Nguesso, l'une des premières priorités, c'est la réforme de l'individu. Au niveau des mentalités, habitudes et comportements. Et des valeurs qui sont celles d'abord de la République, de l'unité nationale, du vivre ensemble, des libertés, de la dignité, de justice, du devoir de mémoire et surtout du but même de la condition humaine et sociale au Congo-Brazzaville, en intégrant les problématiques toujours d'éducation. Depuis l'école primaire, collège, lycée et université. N'oublions pas l'éducation populaire. N'oublions pas, il ne suffit pas que c'est mon éduqué, ceux qui ont fait du mal au pays. Il faut aussi il faut responsabiliser les uns et les autres. C'est-à-dire l'administration judiciaire et pénitentiaire. Oui, quelqu'un qui n'est responsable de rien, et on sera toujours la récurrence des mêmes erreurs et des mêmes autres, même crimes et autres. Donc il faut punir. Bon, bien sûr qu'il y aura des circonstances atténuantes pour ceux qui ont pris des risques de défendre aussi le pays, qu'il soit résident opposant ou au sein même du pouvoir. Parce que, comme disait Antoine Laurent Lavoisier dans sa maxime clé, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Cela veut dire que rien n'est né, rien ne se perd, hein? Rien n'est né, rien ne périt. Des choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de nouveau. Comme on dit qu'en politique, il n'y a jamais d'ennemis permanents, ni d'amis permanents, mais des intérêts permanents. Mais les intérêts ne sont pas ceux des guerres des égaux, ni d'intérêts particuliers. Quand on défend un peuple, c'est celui de l'intérêt général. Ce qui sera de l'intérêt général, je ne transige pas. C'est ça le but même de cette pensée. Mesdames, Messieurs, l'intellectuel congolais doit s'affirmer. Ce n'est pas parce qu'on a écrit des livres, qu'on a fait des chansons et autres qu'on s'est défini intellectuel. Ce n'est pas parce qu'on était en Europe, qu'on a été invité par les grands médias européens ou autres qu'on s'est dit intellectuel. Ce n'est pas parce qu'on a des diplômes qu'on s'est dit intellectuel. L'intellectuel est donc dans l'action. Donc, je redéfinis l'intellectuel pour terminer la pensée de l'intellectuel. Je vous définis ça et je vous arrête là. À la différence du philosophe qui mène ses réflexions dans un cadre conceptuel, l'intellectuel est par définition un lettré engagé ou dégagé, ça veut dire libre, qui fait part de ses réflexions, de ses analyses, de ses opinions, de ses points de vue, de ses courants de pensée, de ses principes et valeurs, et de ses convictions sur des problématiques plus ou moins partagées. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt. Bon, c'est bon. Vous avez compris. Donc, c'est le but de l'éducation parce que l'inégalité entre société, culture et société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation, les formations qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celles qu'on lui refuse. Et ceci est d'ailleurs un cas de prise de conscience universelle à l'échelle congolaise. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt. Et bon vent au peuple congolais dans l'intellectualité et dans l'esprit de la liberté, de la dignité, de la justice, du devoir de mémoire
et aussi de se battre pour son pays. Et voilà, vous l'avez compris. Et je vous remercie.